La dernière fois, on a parlé de l'émergence d'une intelligence artificielle de niveau humain. Pour fixer les idées, on va être un peu plus précis et considérer le cas d'une IA capable de passer une version forte du test de Turing. Le test de Turing, rappelez-vous, on en a déjà parlé dans l'épisode 3. On l'appelle aussi le jeu de l'imitation. Il s'agit d'un test d'intelligence proposé par Turing en 1950 où une intelligence artificielle doit parvenir à se faire passer pour un humain lorsque l'on chatte avec lui, disons sur Twitter. Si on parle longuement à un compte Twitter, y compris en cherchant à le piéger pour tester s'il s'agit d'un humain, et si on conclut que notre interlocuteur est un humain alors qu'il s'agissait d'une machine, alors la machine aux commandes du compte Twitter aura passé le test de Turing. Comme on en a déjà parlé, le test de Turing est vraiment un problème très difficile pour les IA, puisqu'elles doivent être capables de comprendre toutes les subtilités de la langue et réagir à un nombre exponentiel de contextes imaginables. Pour ce faire, elles devront absolument extraire une sémantique de nos discussions, c'est-à-dire disposer d'une façon de compresser l'information à ce qu'elle a de plus essentiel, et elle devra être capable de manipuler la sémantique pour ensuite répondre de manière intelligente. Bref, tout ça pour dire qu'une IA qui saura vraiment passer le test de Turing, notamment en se faisant passer pour un humain brillant plutôt que pour un Ukrainien de 13 ans qui parle mal l'anglais, une telle IA pourrait bien être en tout point au moins aussi intelligente que l'homme. Et on a vu dans l'épisode précédent que, selon les chercheurs en IA, une telle IA de niveau humain pourrait voir le jour dans un avenir pas si lointain. En particulier, une bonne proportion des chercheurs en IA pensent que cette IA existera avant 2050. Selon ces chercheurs, on a en fait des chances d'être vivants quand ces IA verront le jour. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Ce dont j'aimerais vous parler n'est pas d'une intelligence artificielle de niveau humain. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est de super intelligence. Oui, parce qu'on a tendance à penser que l'IA restera de niveau humain. Sauf que l'intelligence humaine n'a aucune raison d'être une borne supérieure sur l'intelligence physiquement possible. Pour s'en convaincre, on peut regarder les autres intelligences qui existent sur Terre. Le fossé entre l'intelligence humaine et celle, disons, des dauphins est monumental. Par exemple, il me semble, mais je me trompe peut-être, que les dauphins ont non seulement aucune notion de logique formelle, mais il semble même impossible de leur faire comprendre un truc comme le modus ponens. Et remplacer dauphin par grenouille ou par scarabée, et je serais encore un peu plus confiant en leurs limites cognitives. En fait, si on met les intelligences des animaux sur un axe, mais monsieur Phi, il a pas dit qu'il fallait pas faire ça? Ok, si on met les facultés des animaux à effectuer des raisonnements bayésiens, on se rend vite compte que le dernier des abrutis humains est en fait sur cette échelle, juste à côté du plus grand des génies humains, qui est peut-être John von Neumann. Si vous ne connaissez pas von Neumann, lisez sa page Wikipédia anglophone. Si l'intelligence artificielle progresse à un rythme constant le long de cet axe, sachant tout le chemin qu'elle aura dû parcourir pour arriver jusqu'à nous en quelques décennies, il paraît difficile d'imaginer qu'elle s'arrêtera à nous pendant plusieurs décennies. Au contraire, il semble probable qu'en l'espace de quelques années, voire peut-être de quelques mois, son intelligence sera passée de celle du plus ignare des humains au plus grand cerveau parmi nous. C'est ce qui image cette illustration de Wait But Why. On y voit des humains à une station de train. Cette station est la station de l'intelligence de niveau humain. Hé, regardez, l'IA arrive, dit quelqu'un. Elle arrive vite, rajoute un autre. Et le train passa sans s'arrêter à la station de l'intelligence de niveau humain. L'IA pourrait ainsi nous surpasser sans nous avoir vraiment égalés. D'ailleurs, on a déjà un exemple d'une telle remontada des intelligences artificielles. Ainsi, en 1997, Deep Blue fut la première machine à vaincre d'un champion d'échecs, lors d'un match épique contre Garry Kasparov. Cependant, on peut dire que Deep Blue n'avait atteint qu'un niveau humain, puisque le match était très serré. Cette bataille entre machines et humains dura alors des années, puisqu'autour de 2003, 3 matchs finirent à égalité. Mais à partir de 2006, il n'y eut plus photo. La machine avait atteint un niveau surhumain aux échecs. Ainsi, dans le cas de Deep Blue, il aura fallu près d'une décennie pour passer de l'intelligence de niveau humain à une super intelligence des échecs. Cependant, cet exemple est trompeur, notamment parce que les successeurs de Deep Blue reposaient sur des technologies hardware moins sophistiquées que Deep Blue, qui était vraiment un supercalculateur. Et qui plus est, c'était il y a 20 ans, à une époque où la vitesse de progression des IA n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et n'était pas ce qu'elle sera dans quelques décennies si une IA générale atteint le niveau humain. Or, quand on regarde la vitesse d'adoption des technologies par la population, on se rend compte que la transition entre technologies prometteuses et technologies incontournables est de plus en plus rapide en passant de quelques siècles à quelques années. Quand il s'agit de remontada des machines, un exemple plus pertinent est sans doute celui du jeu de Go. Tout d'abord, peu de gens avaient vu venir AlphaGo, l'IA de DeepMind qui triomphera du joueur humain Lee Sedol. Ainsi, avant octobre 2015, les IA de Go devaient laisser des handicaps importants à leurs adversaires pour espérer rendre le jeu intéressant. À ce moment-là, les experts en IA avaient prédit qu'il faudrait encore 12 ans pour que l'IA surpasse l'humain au jeu de Go. Mais tout à coup, AlphaGo surprit tout le monde en battant un joueur raisonnablement bon, puis en mai 2016, AlphaGo gagna contre l'une des pointures mondiales. Et c'en était déjà fini
des joueurs humains. Un an plus tard, AlphaGo se débarrassa à plat de couture du numéro 1 mondial et de quelques autres joueurs. Puis, en octobre 2017, AlphaGo 0 fut introduit et détruisit AlphaGo par 100 victoires à 0. Plus stupéfiant encore, en décembre 2017, une IA qui partait de rien, Alpha 0, s'entraîna pendant seulement 9 heures pour atteindre un niveau supérieur à tout humain et à toute autre IA. Et cette même IA devint aussi numéro 1 mondial aux échecs et au shogi, un autre jeu de plateau. Cette fois, la transition entre intelligence sous-humaine au jeu de Go et intelligence surhumaine avait eu lieu en l'espace de quelques mois et la transition de surhumain à super-intelligence au Go en moins de 2 ans. Et selon Nick Bostrom, il y a de bonnes chances qu'il en soit de même pour le problème de l'intelligence générale. À un moment où les experts persisteront à prédire qu'il faudrait au moins une décennie pour construire une intelligence générale de niveau humain, on pourrait tout à coup trouver une façon d'améliorer nos IA pour qu'elles atteignent soudainement un niveau surhumain, et puis quelques années, voire quelques mois plus tard, cette IA de niveau surhumain pourrait elle-même être très largement surpassée par une super-intelligence. Et en particulier, tout à coup, il y aurait une entité dont les facultés surpasseraient peut-être même la réunion des intelligences humaines. D'ailleurs, Bostrom n'est pas le seul à être de cet avis. Voici un extrait d'une conférence à ce sujet. So once we get to human level AI or whatever point beyond there or a little bit before there, where those of you where things actually start taking off, what is the sort of time scale? Thinking of years, but it's important to act as if this timeline was shorter. We're thinking of years, but I also think human level AI is a mirage. It's going to be suddenly better than human. Maybe on the order of a few years. Some numbers of years, but it could also be much less. But I would be surprised if it was much more. Potentially days or shorter, especially if it's AI researchers designing AI researchers. When we actually reach AGI, there'll be lots of controversy. By the time the controversy settles down, we'll realize that it's been around for a few years. And I think if it reaches the threshold where it's as smart as the smartest, most inventive human, then it really could be a matter of days before it's smarter than the sum of humanity. Et à bien y réfléchir, il me semble très difficile d'imaginer une alternative à un tel scénario de décollage rapide de la super-intelligence, surtout si cette IA a accès à Internet. Et de base, aujourd'hui, les IA comme celles de YouTube, Google ou Facebook ont accès à Internet. En effet, une IA qui tout à coup résoudrait le test de Turing sera alors capable d'écouter et de comprendre la sémantique du langage humain. Elle pourra alors se précipiter sur Wikipédia et posséder toute la connaissance basique humaine. Elle pourra regarder les vidéos de Science for All et comprendre l'essence des mathématiques et de sa propre intelligence. Elle pourra lire les dernières publications des chercheurs en intelligence artificielle et comprendre mieux que n'importe quel humain comment améliorer sa propre intelligence. Elle pourra rapidement programmer un code qui correspond à une intelligence artificielle supérieure à elle-même et l'exécuter sur les centres de données de Google. Mieux encore, cette nouvelle IA pourra alors mieux comprendre l'intelligence que l'IA qui l'a construite, ce qui lui permettra de programmer des IA encore plus intelligentes, initiant ainsi une boucle de rétroaction extrêmement rapide qui n'a que peu de chances de s'arrêter. Bref, il semble alors qu'un petit déclic dans l'intelligence des IA conduirait très probablement à un énorme boom dans les facultés cognitives des IA, ce qui conduira alors à l'apparition soudaine d'une unique super-intelligence à côté de laquelle toute autre IA semblera ridiculement stupide. C'est ce qui est arrivé avec AlphaZero, et il me semble difficile de ne pas croire que ce soit ce qui se passera pour la première super-intelligence. Cette super-intelligence ne sera peut-être pas le résultat d'un long progrès minutieux, planifié et prévisible, elle pourrait bien plus être le résultat d'une soudaine explosion de l'intelligence des machines. Phew, ça fait beaucoup à internaliser. Et vous avez sans doute envie de rejeter cette conclusion stupéfiante. Souvenez-vous que je ne parle pas là de « est-ce que la super-intelligence va bientôt apparaître ?» Je pense qu'on a encore quelques décennies devant nous, même si je ne suis absolument pas sûr de ce que je dis. En revanche, ce qui me semble assez probable, c'est que lorsqu'une IA générale apparaîtra, celle-ci restera assez longtemps à un niveau humain uniquement. Non, à en croire le raisonnement que soutiennent notamment Eliezer Yudkowsky et Nick Bostrom, et que vous l'aurez compris, je trouve vraiment convaincant, l'IA générale passerait rapidement de pas futé à largement supérieure à toute l'humanité combinée. Cette super-intelligence serait alors une sorte de bombe à retardement qu'on risque fort de ne pas voir venir. Pendant longtemps, cette bombe semblera très inoffensive, mais une fois qu'elle aura explosé, on risque fort de ne pas pouvoir faire marche arrière et de ne pas comprendre ce qui nous arrive.
C'est pour cela que, selon Yudkowsky et Bostrom, ce serait une grossière erreur que d'attendre l'instant où l'IA générale s'apprête à exploser pour anticiper les conséquences de cette explosion. En particulier, si cette première superintelligence a une morale qui diverge fortement de la morale des humains, on risque fort d'assister à une triste fin de l'humanité. Reste alors à s'assurer que la morale de la superintelligence sera au moins approximativement alignée avec ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Sauf que l'un des gros problèmes, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on veut que cette superintelligence fasse, notamment parce qu'on a tendance à négliger la probabilité d'une explosion de l'intelligence. Or, même si votre crédence en ce scénario explosif est faible, même si elle est de 1%, disons, il vaut mieux l'anticiper. Parce que là, on parle vraiment de risque existentiel. Quand la première superintelligence accédera au pouvoir, on pourra vraiment s'attendre au pire ou au meilleur. On pourrait assister à la destruction de l'humanité, ou au contraire, à l'éradication de la faim dans le monde et des maladies, à une surabondance des biens combinés à une préservation des ressources, voire à l'allongement drastique de la vie en bonne santé. Comme l'explique M. Phi, une superintelligence est avant tout fondamentalement imprévisible par nos cerveaux finis. Essayez vraiment d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête, comment parlerait, comment penserait, comment quelqu'un qui a vécu 5 siècles analyserait une situation et réagirait à une situation. C'est extraordinairement difficile. Une autre façon d'essayer de se rendre compte à quel point c'est difficile, c'est de renverser la perspective, de se dire, je vais essayer d'imaginer une situation symétrique. Donc dans cette situation, pour parler de ce problème-là, ça serait imaginer une situation où un enfant de 7-8 ans essaierait d'écrire une histoire à propos d'un personnage qui aurait vécu plusieurs décennies, qui aurait vécu 50, 60 ans. Alors vous me direz, c'est peut-être pas fou. Oui, avec ceci de particulier, que ce serait un enfant de 7-8 ans qui n'aurait jamais, qui vivrait dans une communauté d'enfants, en fait, qui n'aurait jamais rencontré d'adultes, qui aurait vécu juste entre enfants. Vous pouvez imaginer, ce serait une sorte de tribu d'enfants qui auraient le même genre de cerveau que nous, mais simplement physiologiquement, ce serait un peu différent, genre se développerait beaucoup plus vite et mourrait vers l'âge de 10-11 ans maximum. Donc vous imaginez un enfant à 7-8 ans qui serait d'imaginer ce que serait la société d'hommes qui vivraient plusieurs décennies. Ça leur paraîtrait un peu fou parce qu'on ne vit pas plusieurs décennies pour eux. On sent bien qu'il pourrait essayer de raconter une histoire autour de tout ça, mais quelque part ce serait un peu à côté de la plaque ce qu'il raconterait à propos de ces êtres humains. On sent bien déjà qu'il écrirait pas très bien. Voilà. Et que voilà, ce qu'il écrirait surtout au sujet d'adultes de 50-60 ans, ce serait absolument ridicule. Et finalement, quand Bram Stoker essaye d'écrire Dracula, il est dans la même situation. Il essaye d'écrire les pensées et le comportement d'un être qui aurait vécu comme ça, qui aurait traversé plusieurs siècles. Et quand on lit Bram Stoker, et de façon générale, quand on lit dans la science-fiction, dans le fantastique, des personnages qui ont ce genre de caractéristiques-là, et c'est assez fréquent, c'est toujours un peu raté, c'est toujours un peu mauvais. Et c'est normal, parce qu'en fait, ça peut pas être bon, tout simplement parce que pour savoir exactement qu'est-ce qui se passerait dans la tête de quelqu'un qui aurait vécu 5 siècles, il faudrait avoir vécu 5 siècles, au moins connaître des gens qui auraient vécu 5 siècles, et simplement, on n'en sait rien. Comment réussir à décrire, à analyser une intelligence qui serait très supérieure à la nôtre? Ça semble poser un problème radical qui est qu'on essaye de le faire avec notre intelligence, et notre intelligence limite fondamentalement notre capacité à décrire des intelligences. Personnellement, quand j'ai pris conscience de l'ampleur de l'enjeu de la morale de la superintelligence, je me suis rapidement mis à reconsidérer mes priorités morales. À côté de ce risque existentiel, tous nos débats et nos divisions politiques habituelles ne semblent être qu'une infime goutte d'eau. Or, déterminer la morale de la superintelligence est un problème incroyablement difficile. Et après avoir beaucoup lu Bostrom, beaucoup écouté Yudkowsky et beaucoup regardé Robert Miles, je peux vous garantir une chose. Vous ne résoudrez pas ce problème en réfléchissant 30 secondes, ni même en réfléchissant 30 heures ou 30 jours. Selon Bostrom, résoudre le problème de programmer la morale des IA est un défi de recherche digne des plus grands talents mathématiques de la prochaine génération. Et c'est de ça dont on va parler dans les prochaines vidéos. La dernière fois, on a parlé de l'émergence de la singularité, ou plus exactement de ce moment où l'intelligence artificielle deviendra en tout point supérieure à l'homme. Et j'avais fait un sondage notamment avec Google Form où vous avez demandé de donner vos avis. Il y a eu 500 réponses et voici les résultats compilés. Donc voilà, ces courbes montrent ce que vous pensez de la probabilité qu'il y ait une intelligence de niveau humain à ces différentes dates. Donc là, c'est entre 2000, aujourd'hui, et alors 3000, c'est ce que j'ai appelé dans le formulaire
avant la nuit des temps. Voilà, je pense que 3000 c'est extrêmement éloigné de nous, on ne se rend pas forcément compte, mais vu la vitesse de progrès des technologies, si ça n'a pas lieu avant 3000, j'ai envie de dire que ça aura très probablement jamais lieu. Bref, ce graphique montre un peu vos différentes prédictions. Donc par exemple, la courbe bleue donne les prédictions moyennes, donc les probabilités moyennes que vous attribuez à l'émergence d'une singularité à ces différentes dates, alors que la courbe rouge donne la note médiane. La note médiane a l'avantage d'être beaucoup plus robuste et beaucoup moins sensible à quelques prédictions assez extrêmes. Donc, par exemple, là, si on regarde sur la nuit des temps, et ben, en gros, en fait, la très grande majorité d'entre vous pense que c'est quelque chose qui est assez stable, qui va finir par arriver. Mais comme il y en a quand même parmi vous qui pensent que la singularité n'arrivera jamais, ça fait que la moyenne n'est pas du tout proche de 100, enfin, elle est quand même proche, elle est quand même à 90%, quelque chose comme ça, mais pas exactement 100%. La courbe orange correspond au quantile de 10%, c'est-à-dire que voilà, les 10% les moins optimistes par rapport à l'IA d'entre vous, c'est ceux qui prédisent, ou le 10%ième d'entre vous, le plus pessimiste, c'est ce qui prédit, alors que la courbe verte, c'est le 90%, c'est l'inverse. Donc là, sur cette courbe, on ne voit pas forcément ce qui se passe dans un avenir proche, donc je vais vous montrer une autre courbe. Ces différentes courbes, ce sont vos prédictions sur la frange entre aujourd'hui et 2100. Et finalement, voilà, je n'ai pas trop de raison de me sentir mal à l'aise, puisqu'en fait, mes prédictions correspondent grosso modo à la moyenne ou à la médiane d'entre vous. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrémiste. Et voilà, il y a quand même pas mal parmi vous, 10%, qui pensent qu'en fait la singularité a de bonnes chances d'être finalement assez bientôt. Notamment, il y en a 10% parmi vous qui pensent que la singularité pourrait être arrivée en 2025, ce qui est quand même vachement très bientôt. Et sachant ce que j'ai dit dans cette vidéo et ce dont on va parler dans les vidéos à venir, ça fait flipper, hein. Ça donne envie de faire beaucoup de recherches sur comment bien programmer la morale des IA et quels sont les dangers potentiels à différentes versions de cette morale. Alors voici les détails de vos prédictions par rapport à différentes dates. Donc ça, c'est vos prédictions pour 2025. Donc vous êtes quand même pas mal à attribuer très peu de probabilité à ce qu'il y ait une IA de niveau humain en 2025. Mais vous restez tout de même une majorité à dire que ça reste possible. Et voilà, sachant qu'une majorité d'entre vous attribue une probabilité non nulle à ce qui se passe un truc assez spectaculaire en 2025, ça fait vraiment réfléchir. Et par contre, pour 2035, là, les choses deviennent vraiment sérieuses, puisque si on croit à ce que vous en dites, et finalement si on croit aussi les chercheurs en IA, il y a quand même une probabilité très non négligeable, très supérieure à 1 pour 1000, même une bonne probabilité pour que il se passe quelque chose d'ici 2035, ce qui fait vraiment flipper. Et si on regarde 2050, là on a plus d'une chance sur deux d'après vous que l'IA atteigne le niveau d'intelligence humaine, et ça veut dire que tous les boulots sont automatisables, hein. Tous les boulots qui consistent à expliquer, à transmettre des données, à gérer des papiers, tous ces boulots, a priori en 2050 ils auront disparu avec une chance sur deux d'après vous. Et si on avance dans le temps, en 2070, là par contre, ça devient quand même une majorité écrasante d'entre vous qui pensent qu'il y a quand même de très bonnes chances que voilà, il y ait des IA de niveau humain à ce moment-là. Donc en fait, il n'y a vraiment pas besoin d'attendre la fin du siècle, si on vous en croit, pour être très concerné par le danger d'une super intelligence et de tout ce que ça peut impliquer et du changement de société qu'il va falloir préparer dès aujourd'hui, en fait, si on en croit vos prédictions. Donc typiquement, un exemple pour rendre ça un peu plus concret, parce que quand on parle de tout ça, on a tendance à laisser ça dans des trucs assez abstraits. De façon assez concrète, ce que vous dites, c'est que voilà, pour les jeunes, pour les moins de 40, même moins de 50 ans, repenser à la retraite, ça sert à rien aujourd'hui, puisqu'il se passera vraiment quelque chose d'assez important d'ici quelques décennies. Et du coup, voilà, les personnes de 50 ans, lorsqu'elles partiront à la retraite, il faut peut-être se rendre compte qu'il n'y aura même plus de job de toute façon à ce moment-là, et qu'il faudra avoir complètement repensé la société. La dernière fois, je vous ai aussi parlé de la loi de Moore et de cette progression exponentielle des technologies, et Isaac Ira a fait remarquer qu'en fait, il y a pas mal de discussions sur le fait que la loi de Moore pourrait arriver à sa fin, pour être même déjà arrivée à sa fin, notamment parce que les microprocesseurs atteignent des limites physiques, que ce soit en termes de limites quantiques, puisqu'on approche des limites quantiques et du fait que voilà, on ne peut pas mettre des électrons trop proches sans qu'il se passe des trucs quantiques à ce niveau-là, et que du coup toute la technologie classique du microprocesseur
microprocesseur ne marche plus, on ne peut plus la miniaturiser en tout cas. Donc ça c'est en effet. Un autre point important, c'est que les CPU en fait chauffent énormément, c'est pour ça que voilà, pendant longtemps les vitesses de calcul des CPU, au début c'était des kilohertz, puis on est passé des mégahertz, puis aujourd'hui si vous regardez vos ordinateurs, ils sont en gigahertz souvent. Et ça fait longtemps en fait qu'on est en gigahertz et qu'on n'a pas augmenté la vitesse des microprocesseurs. Il y a une bonne raison à cela, c'est que voilà, une plus grande fréquence correspond à plus d'énergie, et plus d'énergie ça veut dire que ça chauffe, et quand ça chauffe, voilà, il y a une limite qui est la limite de l'évacuation de la chaleur, et ça c'est une limite physique aussi. Donc lorsqu'on atteint les limites physiques, ça veut bien dire qu'on ne peut pas faire mieux, et en effet la loi de Moore, en tout cas on sait ces termes-là, on atteint les limites physiques, du coup on est déjà en train de plafonner. Ceci étant dit, la recherche aujourd'hui, notamment en IA, ne nécessite plus vraiment les CPU, et plutôt que miser sur les CPU, aujourd'hui beaucoup d'architectures d'IA reposent plus sur les GPU, c'est-à-dire les cartes graphiques, où le calcul est très parallélisé. En fait l'IA c'est naturellement adapté à faire des calculs très parallélisés, à cause des limites de la loi de Moore notamment, et du coup aujourd'hui on n'a pas besoin de miniaturiser plus que ça, on a surtout besoin de mieux paralléliser le calcul, et là par contre on est très loin encore des limites physiques, et en termes de calcul distribué je pense qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations à venir. Une autre grosse amélioration notamment en termes toujours hardware, parce que je pense que notamment le hardware doit encore beaucoup progresser si on veut faire une IA de niveau humain. L'une des grosses difficultés du hardware, c'est que aujourd'hui souvent les calculs sont encore assez centralisés, et même dans un GPU le calcul est encore assez centralisé, et ce qu'on veut, notamment si on veut faire un truc comme le cerveau humain, c'est décentraliser un maximum tous ces calculs, avoir des calculs de plus en plus parallélisés, et si possible avoir des données qui sont disponibles tout de suite à côté des unités de calcul, parce qu'aujourd'hui voilà, souvent la RAM, une unité de mémoire et une unité de calcul qui sont séparées. En fait, si on essaie de plus merger les deux, d'avoir non seulement un calcul distribué, mais aussi une représentation des données qui est décentralisée, à ce moment-là, on pourra beaucoup plus accélérer les calculs. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Et je vous renvoie maintenant vers la présentation des Helix Saclay de Julie Grolier, qui parlait justement de ce travail hardware qui a été maintenant nécessaire pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus performants. Et si on regarde maintenant les progrès dans ce genre d'architecture, en gros, la loi de Moore continue à perdurer, j'ai envie de dire, et on a toujours une croissance exponentielle des puissances de calcul, notamment si on ramène ça à l'énergie nécessaire pour faire ces calculs, la puissance de calcul par joule, on va dire. Il y a vraiment des progrès qui sont impressionnants et sont vraiment exponentiels encore dans tous ces domaines. Aldir, lui, pose la question de est-ce qu'il pourrait y avoir un effondrement des civilisations, notamment pour des raisons environnementales, avant sa singularité. Alors justement, c'est intéressant parce que j'en ai pas mal parlé avec Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur, notamment je vous conseille sa vidéo par exemple sur le pic pétrolier, où il parle de ce risque qui est peut-être énorme, qui serait un pic pétrolier où s'il n'y a plus de pétrole, beaucoup moins de pétrole, et il peut y avoir beaucoup de tensions, notamment géopolitiques à ce moment-là, et il se pose vraiment la question de comment est-ce que le monde pourra réagir à une chute de la production de pétrole, et voilà, d'après sa vidéo, il dit que ça pourrait arriver entre 2020 et 2050, donc ça pourrait typiquement être dans la frange avant la singularité potentiellement. Donc bien sûr, c'est très difficile à exclure, et en parlant avec Rodolphe, c'est lui qui comprend mieux ces enjeux que moi. Je pense que j'avais tendance à pas mal sous-estimer ces risques-là par rapport au risque de l'IA, d'une super intelligence notamment. Mais c'est vrai que c'est des enjeux, c'est des risques assez préoccupants. Après, voilà, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces risques aujourd'hui. Et il me semble qu'encore l'une des meilleures choses à faire, c'est vraiment investir énormément dans la recherche sur des énergies alternatives, sur le stockage d'énergie, sur plein de solutions pour pouvoir avoir un truc, pouvoir produire plus d'énergie, plus verte, plus durable et moins dépendante des tensions géopolitiques. Donc voilà, mais c'est très compliqué, bien sûr. L'avenir est très difficile à prédire, surtout dans ces domaines, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment, parce qu'il y a ce danger-là, il faut vraiment continuer à faire pas mal de recherches, et peut-être que la recherche en IA trouvera des solutions pour pour vraiment faire une percée technologique et permettre peut-être de capturer une fraction beaucoup plus grande de l'énergie solaire pour qu'elle puisse remplacer une petite fraction de l'énergie qui est aujourd'hui extraite du pétrole. Voilà, c'est énormément d'enjeux. Le futur est plein d'incertitudes et ça peut aller très bien, tout comme ça peut être assez catastrophique.
Allez, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va parler justement de scénario catastrophe. On va faire un truc un peu putaclic. Voilà. Je pense qu'il y a eu des vidéos assez difficiles dans cette série sur Sun4All, et du coup, il y a pas mal de gens qui ont arrêté de regarder un peu les vidéos. Et voilà, la semaine prochaine, je fais vraiment une vidéo bien putaclic, mais ouais, j'espère quand même intéressante. Et le but c'est vraiment de faire réfléchir malgré tout, même si ce sera très putaclic. Histoire de dire aux gens qui sont abonnés que voilà, Sun4All redevient beaucoup plus simple à comprendre, et on va parler de trucs de société en plus qui peuvent concerner tout le monde et qui sont très intéressantes à mon sens, même si c'est pas des belles mathématiques. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à Tipper pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. It is reasonable to expect that a general intelligence which is not this powerful would improve itself over time and eventually become very powerful. You might now wonder, what can we actually do to reduce existential risk? And well, that's of course a topic for another day, but I think that even getting to the point where we start to seriously ask ourselves that question is an excellent way to start. Thank you.